Bonsoir. Elles empoisonnent les sols, parfois la faune et la flore, mais aussi la vie des élus locaux et de riverains. Il s'agit des décharges sauvages. Alimentées par des professionnels comme par les particuliers, elles deviennent un véritable fléau environnemental. Alors, comment s'en débarrasser? Comment sanctionner ou éduquer ceux qui les créent ou les font grossir? On en débat avec mes invités. François Codine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'association des maires ruraux de Haute-Garonne et vous êtes également le maire de Montaigu-sur-Save. Également avec nous, Jean-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Alors, c'est difficile d'avoir un état des lieux exact de ces décharges sauvages. Vous, à France Nature Environnement, vous avez créé un réseau de sentinelles. Ça consiste en quoi ? Donc Sentinelles de la Nature, effectivement, c'est un dispositif qui a été mis en place par le mouvement France Nature Environnement à l'échelle de l'ensemble du pays, qui consiste à doter les citoyens de petites applications mobiles qui peuvent fonctionner sur les smartphones ou sur l'ordinateur au retour chez soi, par exemple, pour pouvoir signaler très simplement, sur la base d'une photo, d'une localisation, un dépôt illégal de déchets ou, plus important, une décharge illégale. Qui nous est du coup transmise, et c'est l'équipe salariée de France Nature Environnement qui du coup caractérise le type de manquement que ça représente et peut transmettre soit aux mairies concernées, soit aux services de la préfecture, qui ensuite peuvent enclencher les procédures nécessaires pour faire enlever ces dépôts illégaux. François Codine, vous y avez été confronté, vous, à titre de maire, à ces décharges sauvages. L'élu local, il est souvent désemparé, parce que c'est pas simple comme procédure. Non, on est un peu démunis et puis en plus, on est confronté à des dépôts sauvages et pour pouvoir les régler, soit on attrape la personne en flagrant délit, soit en effet c'est une association partenaire qui peut nous solliciter et nous dire on a vu telle ou telle décharge. Des fois c'est des habitants aussi qui nous sollicitent par courriel ou par courrier et qui nous disent mais allez-y, enlevez ça, c'est à vous à l'enlever. Et puis parfois, c'est très cher. Alors, ça peut être très cher, mais aussi, des fois, c'est pas sur le territoire public, ça peut être chez un particulier. Et donc, le sujet n'est pas forcément évident en tant qu'élu, en effet. Est-ce qu'il y a des lieux plus propices que d'autres à ces décharges ou Vous en parliez dans le lancement, souvent dans un chemin un petit peu caché, au détour d'un bois ou dans un fossé. Malheureusement, c'est particulièrement là que c'est problématique pour la nature et l'environnement, parce que très souvent, ça va être près d'une rivière, près d'une source. Donc ces déchets qui peuvent paraître pour certains inertes et qui certains le sont, mais très souvent ils ne le sont pas, ils vont se dégrader dans l'environnement, relarguer tout un tas de... Qu'est-ce qu'on y trouve justement dans ces décharges comme déchets? Très souvent, c'est des déchets du BTP, des bâtiments et travaux publics. Alors ça va être des petits travaux entre guillemets que les gens vont avoir fait chez eux. Et ça peut être des parpaings, ça peut être des tuiles, mais ça va être du placo qui va contenir ou pas des différents produits, de l'amiante, pas de l'amiante. Et donc du coup, tout ça, ça part directement dans la nature. Ça va polluer l'eau, ça va polluer les sols, ça peut polluer l'air. Donc ça va nous polluer à nous, ça va polluer les animaux, la végétation. Et donc tout ça participe directement de la dégradation de la nature, de la baisse de biodiversité, mais aussi de la baisse de notre qualité de vie, de notre santé. Donc c'est tout le monde qui en pâtit. On peut retrouver aussi pas mal de déchets qui ne sont pas pris facilement en déchetterie, du type amiante ou pneus, et où c'est plus facile en effet d'aller le jeter dans un coin caché. Que de se renseigner ou que de payer pour l'évacuer. Alors justement, petit tour d'horizon des décharges sauvages dans notre région. Que dit la loi également face à ce fléau? C'est l'info en face signée cette semaine Ophélie Lepivert. En 2021, 262 dépôts de déchets ont été signalés en Occitanie par les sentinelles de France Nature Environnement, 137 en Midi-Pyrénées, 125 en Languedoc-Roussillon. Sur la région, la Haute-Garonne et l'Hérault sont les départements avec le plus de signalements de dépôts de déchets. Ces dépôts ont un coût pour la collectivité, compté 100 à 500 € pour s'en débarrasser. 1 000 € la tonne pour des déchets dangereux. En France, l'abandon de déchets est puni par la loi depuis 1975. Cette infraction peut vous coûter 135 € en cas de petit abandon de déchets. En cas de dépôt sauvage, vous risquez 1 500 € d'amende. Et en cas de décharge sauvage, alors là, la sanction grimpe et peut aller jusqu'à 150 000 € d'amende.
François Caudine, on vient de voir ce que dit la loi. Alors vous, élus locaux, quels sont vos recours finalement? La gendarmerie, en premier lieu, dans le monde rural, et après les forces de l'ordre. Et après, on peut, en effet, moi, dans mon cas à Montaigu, j'ai pris en flagrant délit quelqu'un en train de déposer des dépôts, enfin, de faire un dépôt sauvage d'ordures, clairement. J'ai sollicité la gendarmerie, et après, je me suis rapproché de France Nature Environnement pour qu'ils appuient ma plainte et pour que ça puisse se régler plus rapidement. On garde en mémoire cette dramatique agression mortelle d'un maire du Var qui avait été écrasé par un contrevenant qui avait pris la fuite. Il y a un rapport sénatorial qui énonce notamment le recours aux gardes champêtres. Il y en a encore des gardes champêtres? Par chez nous, non, on a des agents communaux qui... Alors, il y a des techniciens de l'ONF, mais ce n'est pas forcément leur rôle. Ça dépend le cadre. Si c'est en forêt domaniale ou pas. Oui, ça si dépend. C'est sur les terrains privés, comme vous le disiez. Voilà, ça peut être compliqué. Quelle alternative on peut avoir face à ces contrevenants, j'allais dire? On dit par exemple qu'il faudrait peut-être contraindre les professionnels du bâtiment chargés d'éliminer les déchets à présenter aux commanditaires des travaux une preuve du dépôt en déchetterie. Ça peut marcher, ce genre de choses? Effectivement, comme toutes les questions de déchets, la question, il faut la prendre à la source, il faut la prendre à la racine. Et c'est vrai que le premier souci vient des acteurs de la construction du bâtiment pour les déchets du bâtiment, mais on parle aussi des déchets de l'automobile, entre autres, ou les déchets plastiques plus généralement. Et là, toute la problématique, elle vient du fait qu'on produit, qu'on consomme, que les filières effectivement d'évacuation et alors de retraitement, c'est encore plus compliqué, sont fragiles et qu'elles ne sont pas forcément incluses dans les coûts. Typiquement, quand on construit un bâtiment, on a tendance à vouloir tirer les prix le plus bas possible. Tout le monde veut mettre du neuf à la place de ce qu'il avait, donc du coup chercher à évacuer tout ce qu'il y avait. Donc du coup, ça fait des volumes très importants de déchets. La mise en décharge légale coûte un certain prix, mais ça, il faut clairement aussi rappeler que c'est à faire. Et du coup, on en parle d'ailleurs aujourd'hui avec la nomination de la nouvelle ministre, première ministre, puisqu'à l'époque où elle était ministre, elle a vu les effectifs du service du ministère de l'écologie baisser. Aujourd'hui, clairement, il y a un manque cruel d'agents, justement, de l'Office français de la biodiversité, notamment qui peuvent être amenés à verbaliser. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a un certain laisser-aller, un laisser-faire très important, parce que les services de l'État, les services des préfectures ne sont pas assez nombreux pour aussi constater. Et donc ça, c'est un des éléments importants. Si on veut faire respecter la réglementation, il ne suffit pas que ce soit inscrit dans le Code de l'environnement, il faut qu'il y ait des agents qui puissent constater, verbaliser. C'est sûr que quand on sait qu'on risque rien, forcément, on est plus tenté. Puis alors, il y a aussi l'autre versant, j'allais dire, c'est-à-dire ce que vous faites par exemple sur votre commune, c'est donner accès aussi à des moyens d'évacuation des déchets, par exemple sur les déchets verts, c'est ce que vous faites. Tout à fait, parce que voilà, on parlait mais sur les déchets verts, on a souvent des dépôts sauvages aussi, parce que c'est compliqué d'aller la porter à la déchetterie, où avant, les gens brûlaient les déchets, les végétaux. Oui, c'est désormais interdit. C'est désormais interdit, en effet. Et du coup, nous, on a trouvé une solution. On a mutualisé un broyeur de végétaux à 3 communes. Et on l'a une fois toutes les 3 semaines. Et sur Montaigu, il y a des agents qui peuvent aller broyer les végétaux chez le particulier. Alors, on l'a mis en place surtout pour les personnes qui ont des difficultés à aller à la déchetterie, qui n'ont pas de remorque ou qui sont seules, voilà. C'est aussi pour nous important de pouvoir faire un service différent et de trouver des solutions aussi à nos administrés pour qu'ils puissent respecter la loi aussi. C'est intéressant parce que d'une pratique qui était problématique, avec des déchets brûlés qui polluaient l'air, là on va vers une pratique vertueuse, au contraire on va recycler la matière organique pour la réutiliser localement, donc c'est dans ce sens qu'il faut aller. Alors, quelles conséquences concrètes pour les sols en matière de pollution? On va voir ça tout de suite avec vous, Camille Dumat. Bonsoir, vous êtes professeur à l'ENSAT-INP de Toulouse. Concrètement, quels dégâts peuvent causer ces décharges sauvages? Alors, en fait, on le sait, selon la nature des déchets, et là dans le rapport d'ailleurs piloté par la sénatrice Madame Gatel, on voit que globalement, on va dire heureusement, il y a quand même une majorité de déchets inertes, mais on peut avoir des déchets toxiques, avec des transferts dans l'environnement. Donc évidemment qu'il faut absolument éviter, donc à la source, réduire ces décharges sauvages.
Bon, moi, j'ai beaucoup apprécié justement ce côté très opérationnel, pragmatique de ce rapport de la sénatrice Gatel, parce qu'on a à la fois des éléments un peu de contexte, mais on a des fiches réflexes, que ça soit pour les maires, des conseils pour éviter justement ces décharges sauvages. Donc c'est quand même très bien fait, et je pense qu'il faut vraiment un côté de vigilance collective, hein, comme vous en avez déjà discuté. D'éviter aussi ces aspects de compétition déloyale, parce que finalement, je pense que certainement, il y a une grande majorité aussi de professionnels du bâtiment qui essayent, hein, je veux dire, de bien faire, qui sont conscients aussi des enjeux pour l'environnement. Et donc, c'est dommage qu'on ait effectivement ces pratiques qui vont détériorer les paysages, la santé globale. Donc, il faut vraiment taper fort, hein, je pense, et collectivement. Et puis éduquer, hein, aussi ce qu'on a dit, le côté éducation. Moi, je m'étais dit, c'est vrai que du travail aussi peut-être d'intérêt général, que si c'est des professionnels, certains professionnels du bâtiment qui font ce genre de pratique, peut-être les punir en les obligeant à s'occuper de 3-4 cas de décharge. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire, même si c'est un sujet complexe. Merci à vous, Camille Dumat, de nous avoir apporté votre expertise ce soir. Alors, je reviens aux sanctions. Jean-Olivier, est-ce qu'elles sont à la hauteur de votre point de vue? Non, clairement pas. Et d'ailleurs, c'est surprenant parce que dans le cas d'un dépôt illégal de déchets, donc ponctuel dans la nature, si c'est un professionnel qui le commet, alors ça peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement quand même, c'est pas rien, hein, et ça peut être grave, mais si le dépôt lui-même est grave. Mais dans le cas d'une décharge sauvage, d'une décharge illégale, pardon, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît qui fait venir des produits. Oui, alors là, c'est organisé, quoi. Voilà. Là, la peine maximale, c'est 1 an d'emprisonnement, alors que c'est clairement plus grave et que c'est volontaire et que ça peut avoir des impacts très très importants. On a des exemples dans le Cidôbre, on a eu une ancienne carrière de granit qui avait été clairement transformée en décharge où le propriétaire faisait venir des déchets chez lui, des camions et des camions qui venaient. C'était clairement là organisé, voilà. quoi. Et dans un cas comme ça, les sanctions, clairement, sont pas suffisantes pour être vraiment dissuasives, et c'est aussi pour ça. Il y a à la fois un manque d'agents verbalisateurs, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais y compris quand les personnes se font attraper, elles n'en payent pas suffisamment pour que ça les dissuade ou que ça dissuade d'autres personnes de le faire, sachant que dans certaines parties du territoire, c'est pas complètement le cas en Midi-Pyrénées, mais dans l'est de la région, et puis plus on va vers l'est, plus c'est le cas, plus il y a même des systèmes mafieux ou paramafieux qui s'organisent autour des déchets illégaux, parce que derrière, il y a une forme d'impunité clairement sur ce sujet-là. Pour terminer en 30 secondes, François Caudigne, il y a un message aussi à faire passer aux citoyens, de prise de conscience et de dire c'est l'affaire de tous, quoi. Alors, de toute façon, les citoyens sont quand même très responsables. Enfin, la plus grande partie des citoyens sont responsables et même nous interpellent pour qu'on leur trouve des solutions. Et c'est eux nos sentinelles, à nous, aux maires, c'est nos citoyens les premiers. Après, clairement, je pense que c'est très difficile d'attraper des personnes. Oui, on l'a bien compris. Voilà. La main dans le sac, ouais. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Merci à vous deux de nous avoir apporté votre expertise de terrain, on l'a bien compris, chacun à votre niveau. Il est 18h53 sur France 3 Occitanie et vous le savez, comme tous les soirs, vous avez rendez-vous avec votre information de proximité. Allez, comment endiguer ce fléau des décharges sauvages? On continue à en parler avec vous, Renaud Nougarol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie de l'environnement à l'université Jean Jaurès. Que sait-on des comportements qui poussent finalement à jeter gravats et autres déchets moins toxiques dans la nature? Eh bien, justement, on n'en sait pas grand-chose, hein. C'est là tout le problème, ce qui ferait d'ailleurs tendre vers des comportements stéréotypés, où on qualifierait un peu les jeteurs de délinquants ou de personnes inciviques. Alors, on a tout à fait raison de qualifier les personnes de cette manière, mais ce sera pour des considérations d'ordre juridique, politique ou moral. Mais on gagnerait forcément à comprendre ces comportements, donc autrement dit à s'intéresser aux raisons. Oui, c'est pas forcément que la mauvaise foi. Il peut y avoir aussi parfois une méconnaissance des circuits de recyclage ou d'évacuation, des accès aux déchetteries qui ne sont pas simplifiés aussi parfois. Oui, c'est ça, mais il faut prendre en compte ce que font les collectivités aussi.
Et je rebondis sur ce que disait Monsieur Colline tout à l'heure. Je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être menées. Il y a des exemples qui montrent que si on donne un badge d'accès 24/24 à des professionnels, c'est-à-dire qu'ils peuvent déposer leurs déchets le soir en rentrant tard du chantier, ça les évite d'avoir un encombrement dans leur camion, puis après de ramener ces déchets dans le dépôt et d'être un peu embarrassé pour le lendemain sur un nouveau chantier. Et bien ça porte ses fruits en matière de limitation des dépôts sauvages. Oui, donc c'est vraiment ça. On l'a vu, une interaction permanente entre le citoyen et aussi ceux qui gèrent officiellement les déchetteries. Lara Dolan, bonsoir. Bonsoir. Donnez-nous quelques exemples emblématiques de décharges sauvages découvertes dans notre région. Le week-end dernier, un dépôt sauvage a été découvert près de Castres. Une cinquantaine de pneus usagés abandonnés dans la rivière Bernazobre. C'est un randonneur qui a fait la découverte. Il a aussitôt prévenu la mairie. Une plainte doit être prochainement déposée. Les milieux urbains, mais aussi les sites naturels ne sont pas épargnés par les décharges sauvages. Aux portes de Montpellier, la réserve naturelle du Lez est un endroit apprécié des Montpelliérains, notamment le week-end. Un lieu bucolique malheureusement pollué par des monticules de déchets, vieux pour certains de plus de 20 ans. Des bouteilles, des conserves qui ressurgissent avec l'érosion. Un véritable dépotoir à ciel ouvert, comme vous le voyez sur les images. Des vestiges de l'époque dont on se serait bien passé. L'année dernière, l'association Les Sentinelles des Rivières a procédé à des nettoyages, mais c'est un travail de longue haleine car le temps pourrait faire ressurgir d'autres déchets. Alors les associations sont en première ligne, Lara, mais il faut dire qu'on est tous acteurs finalement. Effectivement, nous tous ici autour de la table, nous pouvons faire bouger les choses. En commençant évidemment par ne pas jeter nos déchets dans la nature, une évidence qu'il faut visiblement rappeler. On peut également être des lanceurs d'alerte. France Nature Environnement a mis en place une plateforme participative. Il suffit de se rendre sur le site ou sur l'application Sentinelle de la Nature, de se créer un compte et de signaler tout dépôt ou décharge sauvage. Merci Lara. Donc on l'a bien vu, c'est l'affaire de tous, hein, la gestion de ces décharges sauvages. Oui, c'est l'affaire de tous, mais on pourrait imaginer des initiatives entre citoyens et élus et collectivités. Et par exemple, il y a des initiatives de revégétalisation des espaces là où il y a des dépôts sauvages, parce que ce sont des espaces en général où la valeur négative sera assez importante pour le jeteur et peut-être pour nous tous dans notre inconscient. Oui, c'est-à-dire on se dit, tiens, ça c'est quoi, c'est un terrain vague, il n'y a rien. Je vais le déposer là, quoi. C'est un peu ça aussi parfois le réflexe. Oui, en effet, il y a ça dans les réflexes du jeteur, on pourrait dire. Et donc pourquoi pas travailler à la végétalisation de ces lieux. Donc par exemple, leur donner une espèce de beauté naturelle qui inviterait à ne pas les salir ou faire en sorte qu'ils constituent des lieux aménagés, entretenus, pratiqués et qui invitent à se dire que c'est un lieu qui n'est pas délaissé et donc c'est pas là où on doit déposer ses déchets. Alors là, on est sur, j'allais dire, le domaine public. Ce qui est peut-être plus problématique, c'est quand c'est chez un particulier, par exemple. Ah oui, là, mais effectivement, chez un particulier, ça pourrait être problématique, mais on peut imaginer toutes sortes de solutions. Hein. Un particulier qui prend l'initiative de faire des modifications dans son jardin, financé par une mairie. Bon, alors là, on serait dans des montages très, très complexes. Oui, oui. Mais pourquoi pas, partons de rien, reformulons des nouvelles solutions, et puis le particulier sera très content d'avoir une situation sans dépôt sauvage, et la mairie probablement aussi. Pourquoi pas? Est-ce que, malgré tout, à force de marteler le message, c'est difficile de savoir si elles augmentent ou pas, ce nombre de décharges sauvages. Est-ce qu'à force de marteler ce message, comme cette discussion qu'on a eue ce soir, ça peut faire quand même évoluer au fur et à mesure les mentalités? Oui, bien sûr. Alors, on peut toujours marteler et marteler, ça aura une incidence. Mais moi, je reviens quand même sur les déterminants liés à ce que proposent les collectivités, parce qu'à un moment donné, quand on jette ces déchets à un endroit inapproprié, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas les services qui nous conviennent, quand bien même ces services sont coûteux et difficiles à mettre en place, mais il faut quand même écouter ces raisons qu'ont les usagers pour prendre un petit peu ces marges de manœuvre et puis continuer à marteler aussi, comme vous dites. Oui. Et puis se dire aussi que finalement, si on a des déchets aussi, parfois, il faut payer. C'est comme ça, tout simplement, parce que les recycler ou s'en débarrasser peut aussi coûter cher. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir amené votre expertise. Merci à l'ensemble de nos invités. Merci, Lara, également. Demain, une émission exceptionnelle. Nous serons au musée Toulouse-Lautrec d'Albi, un musée qui fête ses 100 ans. Et on parlera notamment de l'inspiration qu'a eue Edgar Degas sur le peintre albigeois. Bonne soirée.